Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en super forme. Je peux vous dire, parce que je reviens de dehors il n'y a pas longtemps, c'est plus froid que ce matin. Ce matin, oui. très tôt, c'était pas si mal, mais là, Olivier, merci d'être là, tu confirmes. Bonjour, je confirme. C'est ce qu'on appelle du temps fret, les amis. Mais il fait soleil. Moi, quand il y a des hivers avec du soleil, ça me réchauffe le cœur. C'est le temps d'aller faire du ski au massif. Ah ben non, c'est fermé. On va en parler tout à l'heure, justement, de ce conflit de travail. Désolant, cette histoire-là, vous me direz. Mais avant, on va parler de cette année qui vient de passer depuis la sermentation de Donald Trump 2.0. Qu'est-ce que vous retenez de sa dernière année depuis son retour? Un Donald Trump revigoré, qui est devenu sans gêne, qui a plongé le monde entier dans une espèce de nouvelle torpeur. Au moment même, d'ailleurs, où on va discuter de ça, il vient d'y avoir le discours de notre premier ministre Mark Carney au sommet économique de Davos. Il se passe quand même des choses intéressantes là-bas. Et en gros, là, si je peux paraphraser rapidement le discours de notre premier ministre, c'est de dire que désormais, va falloir qu'on s'occupe de nos affaires et que cette espèce de nouvelle façon de voir le monde, va falloir s'y habituer. En gros, en même temps, il y avait quelque chose d'un peu inspirant dans ce que dit notre premier ministre, c'est-à-dire qu'il y a moyen de fonctionner quand même. La preuve, c'est que quand on regarde ça, notre économie s'est pas effondrée cette année. L'économie du Canada, mais l'économie du Québec non plus. Pourquoi? Parce qu'on a des secteurs industriels porteurs. On a quand même aussi des grands pans de notre économie. On pense au bois d'œuvre, on pense à l'aluminium, on pense à l'acier, qui ont quand même connu depuis ces fameux tarifs un certain manque à gagner. On va parler de tout ça avec quelqu'un qui suit beaucoup cette actualité économico-politique. C'est Jacques Letourneau, notre chroniqueur habituel, ex-chef de la CSN, observateur. Bonjour. Observateur curieux. Oui. De cette année. Curieux. Ça te stimule quand même. Ça nous stimule pareil. Il faut quand même lui donner ça à Donald Trump. Oui. Il nous a comme réveillés d'une certaine façon. Moi, c'est un réveil coûteux, tu vas me dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre le phénomène. Ouais. Parce que, tu sais, quand on parle de gouvernement autoritaire, dictature, il y a même un débat chez certains intellectuels, c'est-tu du fascisme, c'est pas... Moi, je t'avoue que ce bout-là m'intéresse moins. Au sens suivant, pourquoi des Américains, classe moyenne, aujourd'hui, encore, là, selon des sondages, j'entendais tantôt à la radio un spécialiste des sondages qui disait que du côté des républicains, 85% des républicains appuient encore Trump. Donc, ceux qui ont voté pour lui la dernière fois sont encore derrière lui. Du côté des démocrates, ça n'existe pas. Là où ça bouge, c'est chez les indépendants. Tu sais, les gens, ça existe, ça aussi. Je ne suis pas péquiste, je suis pas libéral. Beaucoup aux États-Unis? Il y en a pas. Écoute, il y a la moitié de la population qui n'a pas voté la dernière fois. Il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Et il y a un 40% encore identifiés indépendants aujourd'hui, et c'est là que ça fait mal. 40% des Américains qui sont comme entre deux chaises. Oui, puis qui là, ils ont, tu sais, la dernière fois, ils ont pas mal voté pour Trump, ce qui lui a permis de gagner cette élection. Ouais. Mais là, il reste à peu près 20-25% d'appui parce que les gens ont voté pourquoi? Ils ont voté à cause de la vie chère. Ouais. Donc, le coût de la vie. Le portefeuille. Tu sais, il y a des spécialistes de la politique américaine qui disent, un peu à la blague, mais c'est pas tant de blague, si tu as été capable de changer d'auto, de char, comme on dit en bon québécois, dans les 2 dernières années, c'est que ça va bien. Ouais. Puis si t'es pas capable, c'est parce que ça va pas bien. Ouais. Mais tu peux avoir aussi mis beaucoup sur ton crédit. Alors, qu'est-ce qui se produit? Tu sais, parce que moi, je fais partie là, des vieux syndicalistes, la répartition de la richesse, les inégalités sociales. Puis, sont-tu fatigués avec ça, puis augmenter les salaires? Je m'excuse, mais quand tu vois que la motivation première du monde, c'est justement qu'ils s'appauvrissent, tu peux pas faire l'économie du débat sur... de plus en plus de riches. T'as-tu vu Oxfam, avec le sommet de Davos, qui dit qu'ils sont quelques centaines de familles de milliardaires, aujourd'hui, plus riches que la moitié de la planète? Complètement. Fait qu'il y a un problème. Le décret que Donald Trump a signé, le premier décret, baisser les impôts des plus riches. J'entendais un industriel de Chicago qui disait qu'il était obligé de... Pas Chicago, Pittsburgh, dans l'acier. Il a mis dehors du monde...
qui se promenait avec des calottes Trump. Puis le gars disait, moi, il a baissé mes impôts, Donald, là. J'avais pas besoin de ça, je suis déjà riche, à craquer. C'est la classe moyenne qui s'attendait à des baisses d'impôts. Voilà. Et là, il dit au syndicat des métallos à Pittsburgh, il dit, comment ça se fait que tes gars se promènent avec une calotte de Trump? Ouais. Il va nous faire perdre des emplois. Ouais. À la veille de congédier du monde, 60 000 emplois perdus aux États-Unis dans le secteur manufacturier. Trump n'en parle jamais. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que il commence à y avoir un certain début de schisme. En tout cas, il se passe quelque chose. Moi, je l'ai vu dans les dernières semaines aux États-Unis. J'étais sur le terrain. J'ai parlé avec quelques Américains. C'est pas un sondage scientifique, mais Floride, tu sens... Floride? Oui, en plus. Ouais. Vraiment, à 5 minutes de la maison de Washington bis, c'est-à-dire le petit Washington. Et pourtant, c'est extrêmement républicain. Là-bas, là... Terry puis Cherry, là, ils ont voté pour Trump. Mais là, ça commence à déchanter un peu parce que ces baisses d'impôts, ils les sentent pas. Et aussi parce qu'il y a des limites, comme citoyen, à voir tes concitoyens se faire traîner sur l'asphalte, se faire arracher leurs papiers, se faire déranger chez eux à n'importe quel moment de la journée devant leurs enfants. Puis, il y a un moment donné, les Américains, ou en tout cas, quand on dit les Américains, on généralise, mais on voit bien là, que de plus en plus, il y a une espèce de refus par rapport aux agissements de l'ICE, entre autres cette police d'immigration. Il y a ce refus de dire, parce que tu es un travailleur d'une couleur de peau différente, il y a un certain racisme aux États-Unis, on ne le nie pas, mais il y a des limites à pousser. Tu l'as entendu, ça? Ah, je l'ai entendu. Et puis on l'entend. Et puis, évidemment, vous regardez les bulletins de nouvelles aux États-Unis, je veux dire, ça sort beaucoup. Et ça j'ai envie d'avoir aussi l'opinion de nos auditeurs parce qu'on veut savoir ce que vous retenez de cette première année. Puis, attendez, on va vous poser la question dans les 3 prochaines années parce il a signé pour 4 ans. C'est ça qu'on oublie, mais Olivier, c'est ça pareil. C'était 3 autres années. Alors, la première année fut douloureuse. Ben oui. Puis, qu'est-ce que vous en pensez de cette première année douloureuse pour plusieurs raisons? 1-877-827-2346, 1-87 Radio. Voilà. Et puis, dites-nous comment vous voyez ça, parce qu'il y a quand même plusieurs secteurs de notre économie qui ont réussi, étonnamment, Jacques, peut-être, je t'entends là-dessus, à passer au travers. Oui. Non, tu as raison, parce que moi, j'ai vérifié tout au long de la dernière année avec le secteur métallurgie, aluminium, acier. On s'en tire plutôt bien, malgré le fait qu'il y a un impact, ça, c'est clair. Ouais. Et il faut dire aussi que du côté américain, les entreprises ont absorbé l'effet, parce qu'il n'y a pas un effet juste de notre côté, il y a un effet de l'autre côté aussi, le prix des voitures, puis l'aluminium, puis bon, moi, je dis souvent, les canettes de bière, ils en boivent de la Budweiser, là, tu sais. Hein, c'est fait en aluminium, cette affaire-là, là, donc ça vient d'ici. Mais à un moment donné, ça va connaître ses limites aussi. Les entreprises vont pas sur leur marge de profit tout le temps absorber. Mais c'est vrai que si on me parlait de partage de temps de travail, notamment du côté des métallos, de la métallurgie, tout ça, mais en même temps... l'acier, la moitié de la production d'acier primaire québécoise est exportée aux États-Unis. Puis ils en ont besoin. La moitié. C'est énorme. Ils en ont besoin. Et il y a eu 40% de baisse des exportations. Alors, c'est sûr qu'il y a un impact. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. Non, il y en a un. Mais tu sais, le taux de chômage n'a pas augmenté de façon importante. Donc, il y a une certaine forme de résilience dans ces secteurs-là. Mais à un moment donné, ça va nous coûter quelques emplois. Regarde l'industrie de l'automobile. En Ontario, est touchée quand même plus durement que le secteur de l'aluminium puis de l'acier au Québec. Chez nous, c'est le bois d'œuvre beaucoup qui encaisse. Mais le bois d'œuvre, il faut faire attention, c'est un vieux conflit avec les Américains. Ça date de Mathusalem. Ouais. Pour vrai. Ouais. Non, mais dans le sens où quand j'ai commencé à CSN, les Américains, c'est quoi le conflit? Ils prétendent que comme ce sont des terres publiques où les compagnies forestières ont des droits de coupe, que c'est une façon d'appuyer indirectement les entreprises privées au détriment des entreprises américaines. Ah non, mais c'est un vieux conflit. C'est un vieux conflit. Ça fait au moins 30 ans. Qu'on a gagné plein de fois à l'OMC, mais l'OMC, ça n'a pas force de loi. Puis imagine aujourd'hui... L'Organisation mondiale du commerce. Oui, l'Organisation mondiale. Puis là, Trump a décidé que c'était fini, ça, là. Mais tu vois, j'entendais des spécialistes, entre autres, qui disaient 33% de baisse, quand même, des exportations de bois d'œuvre québécois canadiens aux États-Unis depuis les tarifs de Trump. Au Québec, ça fait mal dans les scieries, ça fait mal dans le bois d'œuvre. Ça, c'est clair. Ça s'est accéléré. L'aluminium, ça baisse de 10%, mais l'aluminium avait déjà des tarifs. Oui.
Et on parle quand même d'1 milliard de manque à gagner, là, ce qui est énorme. C'est majeur. Puis quand on voit M. Carney, moi, je me suis fait souvent poser la question des émissions économiques. Est-ce qu'il fait la bonne affaire d'aller en Chine? Est-ce qu'il fait la bonne affaire d'aller à Davos? Est-ce qu'il fait... je pense que oui. Je pense que oui. Si tu veux diversifier tes marchés, écoute, 80% de tes économies est orientée aux États-Unis, 5-6% avec les Chinois, avec la Chine. Tu sais, quand on dit ne pas mettre tes œufs tous dans le même panier. Oui, mais c'est le mot juste de problème, c'est que les États-Unis ont toujours considéré qu'on était un peu leur cour arrière en termes de richesse naturelle. C'est ça. Il y avait un vieux prof à l'UQAM, Dorval Brunel, qui disait, Jacques, n'oublie jamais, nous sommes une économie de la rente foncière. Je disais, rente foncière. Ben oui, l'amiante, le sol, les métaux, puis ça risque de continuer encore. Là, plus que jamais. Plus que jamais. Tout à fait. On a beaucoup de commentaires. Oui, puis notre monde a peur aussi actuellement, surtout avec ce qu'on a vu aujourd'hui, la fameuse image de toute l'Amérique du Nord, ou plus ou moins plus près, qui est à la couleur du drapeau américain. Oui, un petit peu plus au sud, il y avait Venezuela aussi. Exact. Et le reste en haut, y compris le Québec. Ouais. Là, on a ici une auditrice qui dit, ou un auditeur, moi, Trump me fait très peur. Je crains beaucoup que s'il continue comme ça, on se dirige vers une 3e guerre mondiale. C'est Chantal qui nous dit ça. On a aussi Claude de Rosemère qui dit, il se prend pour le nombril du monde. Son karma arrivera tôt ou tard. Et Nicole de Verdun, pour revenir sur cette première année-là, dit « Ça a été une année très éprouvante pour nous qui nous sentions en sécurité. C'est maintenant chose du passé et le futur est rendu inquiétant à cause de Donald Trump. » C'est vrai, ça. Oui. Moi, écoute, j'ai toujours été un éternel optimiste, là, puis j'essaie quand même de prendre un pas de recul, même si c'est vrai que c'est assez troublant. La guerre contre qui, là? La guerre contre les Américains, la guerre commerciale, sans aucun doute. La vraie guerre... Quand tu dis la guerre... C'est pas de raison pour se faire mal. Exact. Bon, je minimise pas. Mais Trump, moi, quand j'ai... Référence à la guerre des Tucs. Pour ceux qui l'ont jamais écouté, vous l'écouterez, c'est très bon. Non, mais moi, je pense que Trump, il joue du rapport de force. C'est le bully. C'est la menace constante. C'est assez incroyable que de menacer ses propres alliés. Mais moi, j'ose quand même espérer qu'il y a une intelligence quelque part qui doit graviter autour. Autour de Trump? Si l'ennemi, c'est la Chine et la Russie, c'est ce qu'ils nous disent, parce que c'est une recomposition de la politique mondiale, à un moment donné, il va falloir que tu règles avec tes alliés historiques, là. Fait que moi, je pense que ça reste un positionnement de négociation. Il veut nous en soutirer le maximum, puis t'as raison, les gens écoutent ça, puis ils se disent, on va-tu se faire envahir? L'autre fois, je me suis fait poser la question, je ne sais plus où, on devrait-tu établir le service civil militaire? J'ai dit, on va arrêter de faire peur au monde. Là. Quand bien même, on aurait toute une 22, là, toi puis moi. Là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. D'abord, on ne s'est pas tiré. On s'est jamais battu. On pourrait, par exemple. Oui, mais tu sais que ça durera pas longtemps. On s'est jamais battu, mais on pourrait résister. Alors, moi, je dis... tu parles à une petite fille de résistant, là. Je dis pas qu'on peut pas résister. Mais avant de là, moi, je suis d'accord avec on fera pas peur au monde. Surtout que... Une autre référence, ça, c'était... Qui a dit ça? On fera pas peur au monde. C'était pas dans un film, ça, où... Je sais pas, ne dis rien. Mais en tous les cas, toujours est-il que c'est sa gestion. C'est une gestion par la peur. Absolument. Il nous tient par... Ouais, puis on revient avant ce qu'on appelait la Société des Nations, là, la fin du 19e, du début du 20e siècle, ce qui nous amenait à la Première Guerre mondiale. Alors là, hein, puis c'est sur les conséquences de la Première Guerre qu'on a construit la Société des Nations. Oui. Et voilà. Et c'est une toune de Robert Charlebois. Ben oui. C'est quoi? On fera pas peur au monde. Là. C'est dans une toune de Robert Charlebois. Peut-être. Bon, on a, évidemment, c'est intéressant, je pense, de parler aussi à des gens qui sont sur place. Continuez de nous écrire et de nous dire, surtout, vous pouvez nous appeler également pour nous dire comment vous avez vu, comment vous l'avez senti, comment vous la vivez encore, là, cette première année du retour de Donald Trump. Il est vraiment comme sur les stéroïdes, ce président qui est vraiment comme imprévisible, c'est le cas de le dire. Julien est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute, Julien. Bon, moi, mon opinion là-dessus, ça fait un bout de temps que je suis ça, là. Je pense que les gens, ils n'ont rien compris. Trump, en plus d'être fou, il a tellement peur de se retrouver en prison pour des accusations de pédophilie qu'il est prêt à mettre le feu à la planète. Vous n'avez rien vu encore. Ouais.
Écoutez, il y a déjà 33 chefs d'accusation qui ont pesé contre lui. Un tribunal à New York l'a trouvé coupable. Il devrait être en prison, vous avez raison. C'est sûr que c'est pas les accusations qui manquent sur cet homme-là, mais alors qu'il a été trouvé coupable de 33 fois, là, 33 chefs d'accusation, les 3, il était coupable. Est-il en prison? Non. Si on démontre par des images... Allô? Oui, vous faites référence au dossier Epstein. Mm-hmm. Oui, mais si on démontre par des images qu'il a fait de la pédophilie, l'image au niveau des peuples, c'est inacceptable. Vous pensez ça? Ben, je suis tellement... Écoutez, la fraude, il y en a eu d'autres histoires aussi avec des histoires de sexuelles, d'agressions sexuelles, des femmes. On fera pas toute l'histoire parce Moi, il y a juste une histoire qui me trouble. Je suis pas sûr que l'affaire Epstein, ça le touche. Non, je pense pas. Que ça l'atteigne, c'est ça que je voulais dire, Julien. Merci de votre commentaire. Mais moi, il y a juste une histoire Jacques, qui me trouble, puis je suis pas très, très fort sur les complots, puis je dis pas que monsieur prétend ça, là, que c'est un complot par rapport à Epstein, parce que c'est réel. Là. C'est sûr que quand tu vas au Venezuela, ça change le focus de place. Mais toutes ces histoires qui prétendent que Poutine détient des photos compromettantes sur Donald Trump. Ça a circulé. Ouais, c'est vrai que je ça a l'ai circulé. même entendu de façon privée d'un ancien chef de parti qui venait d'Ottawa. Moi, j'ai entendu ça, là. Quelqu'un qui me disait, il y a plusieurs années, ça circulait, ça. Ouais. C'est sûr que quand on regarde son ambivalence par rapport à la Russie, il y a peut-être 2-3 questions à se poser, là. C'est quoi le problème avec Trump? Ouais. Il entretient quelque chose de plus franc avec la Chine. Conflit commercial. La Russie, c'est jamais clair. Est-ce qu'il veut mettre la main sur le Groenland pour pouvoir libérer le canal pour la Russie, justement? C'est ça. On ne sait pas. Mais tu sais, quand on embarque là-dedans, ça devient... Là, ça devient des théories... Moi, j'aime pas bien ça, non, mais... c'est sûr. Moi, j'aime bien me baser sur les faits, la réalité. Mais, chum de même avec Poutine, là? On a Raphaël, qui est un auditeur qui nous écoute. Où vous en êtes à ce moment-ci de vos réflexions sur ce retour de cette première année de Donald Trump, Raphaël? Oui, bonjour Isabelle. Écoutez, là, l'auditeur qui vient d'appeler, là, que Trump, c'est un pédophile, là, tu sais, moi, je me faisais accuser d'être un coucou pendant la COVID, là, mais là, je trouve que l'autre gang, si on veut, les boomers, là, ils ont viré dans le complotiste par-dessus la tête, là. À un moment donné, tu sais, puis j'entendais Richard Martineau plus tôt dire que on était comme le petit ami des États-Unis protégé par eux autres. La réalité, là, c'est qu'on a une balance commerciale déficitaire avec les États-Unis. On leur dompait notre bois d'œuvre puis tout ça. Puis les États-Unis, c'est un pays endetté par-dessus la tête, puis ils peuvent pas continuer comme ça. Je pourrais continuer là-dessus là, pendant des heures et des heures. Là, tu sais, je veux dire... on dirait qu'à un moment donné, Trump trouverait le remède contre le cancer, puis à Radio-Canada trouverait le moyen de dire que c'est ainsi, puis c'est un ça, là, tu sais. À un moment donné, je veux dire, puis quand on parle de... Là, je vois des affaires sur Facebook, seriez-vous prêts à créer une milice contre l'armée américaine? L'armée américaine, il nous écraserait en 24 heures. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, faut rester rationnel à quelque part, là. Fait que vous voyez cette première année comment, Raphaël? Êtes-vous... vous dites qu'il faut être rationnel, mais avez-vous quand même une certaine inquiétude? Oui, j'ai une inquiétude. Moi, d'abord, je travaille au port de Montréal. Tu sais, je suis directement dans l'import-export. Mais faut voir le renouvellement de l'entente de libre-échange. Qu'est-ce qui va se passer? Si Trump décide qu'il renouvelle pas ça, ben c'est bien dommage, mais on pourra pas faire nos SMAT au Canada. C'est triste, là, mais... moi, j'ai déjà entendu du monde dire des aberrations, genre, ils ont plus besoin de nous autres. Non, on a beaucoup plus besoin d'eux autres dans la situation actuelle, puis c'est à cause de notre négligence que ça ira pas bien. Je pense que le rapport, c'est comme 80% versus je sais pas combien de pourcents. Il y a aussi l'armée, tu sais, je veux dire, j'écoutais Stéphane Chrétien, le président de Garda World, avec... Stéphane Bureau, tu sais, on a été un peu des BS dans un sens, le Canada, ce qui est ses Américains. Pour faire partie de l'OTAN, c'est 2% du PIB. Ben, on n'atteint pas ces cibles-là. Merci beaucoup, Raphaël. Intéressant. Jacques, quelque chose à dire? Oui, il faut faire attention sur le déficit commercial. C'est la prétention que Trump a par rapport au Canada. Mais là, c'est vrai que l'économie canadienne est ultra dépendante des États-Unis. On réinventera pas l'histoire. Puis, je l'ai mentionné tantôt, là, la fameuse économie de la rente foncière, des richesses naturelles, tout ça. Mais en même temps, qui sème le trouble en ce moment?
il s'appelle Donald Trump, là, je suis désolé, là, mais il a décidé, lui, que le multilatéralisme... Vous savez, délocaliser de la production là, au Mexique d'abord, pour baisser les coûts de production dans l'automobile, puis après ça en Chine, puis après ça au Bangladesh. C'est pas toi puis moi qui avons inventé ça, là. C'est les États-Unis. On nous a vendu ça pendant 30 ans, là, qu'il fallait ouvrir les marchés, qu'on allait en bénéficier, patati, patata. Et là, aujourd'hui, on nous annonce qu'ils vont remettre le dentifrice dans le tube. Pour vrai, on va refabriquer des chaussures aux États-Unis, puis de la guenille, puis, voyons, moi, je crois pas ça. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux pour les citoyens. C'est un discours. Complètement. Et celui ou celle qui s'appauvrit, il croit. Ouais. Il pense. Mais je pense que c'est l'année aussi où les Américains ont commencé, parce qu'il y en a encore qui ne savent pas comment ça marche, mais ça a été une grande leçon d'éducation économique. Ils ont appris comment ça fonctionnait, les tarifs. Tu te souviens qu'au début, les premiers mois, ils disaient, les Canadiens vont nous payer 25 Puis là, il a fallu qu'on leur explique que non, c'était de l'autre côté. C'était que désormais, tout ce qui venait du Canada, il y aurait une surprime de 25 dessus. Et il y en a encore qui ne maîtrisent pas tout à fait le concept. On va parler tout de suite avec le docteur Julien Cavanagh, qui est justement vit aux États-Unis. Il est professeur adjoint de neurologie à l'Université Emory. C'est à Atlanta, en Georgie. Bonjour, docteur Cavanagh. Merci de prendre le temps de nous parler. Vous travaillez aux États-Unis, vous vivez aux États-Unis. Est-ce que, après cette première année du retour de Donald Trump, vous sentez qu'il y a un certain changement en ce début d'année face aux frasques de ce président qui n'écoute que sa propre moralité? Et on peut définitivement la questionner. Comment vous voyez ce début d'année d'un point de vue terrain américain? Quand j'écoute vos auditeurs, je sens leur angoisse et j'ai envie de leur dire que aux États-Unis, tous les matins, on se réveille avec une nouvelle initiative de Donald Trump qui nous fait partager l'angoisse que vous avez. Donc, si on a bien quelque chose en commun, c'est ça. Parce qu'on a l'impression que ce pouvoir de Donald Trump, ce pouvoir exécutif, qui est sans limite, parce qu'il n'y a pas d'acceptation de la Maison-Blanche en ce moment, des contre-pouvoirs naturels qui sont le Congrès, qui, je vous rappelle, par la Constitution américaine, et la branche prééminente du pouvoir, qui est complètement absent. On sent bien qu'à part peut-être la Cour suprême, il ne respecte que très peu l'autorité judiciaire. Et donc, on a l'impression au quotidien d'être en terre inconnue parce que on ne sait plus comment les règles vont s'appliquer. L'exemple d'ICE est très frappant parce que aux États-Unis, vous savez que quand vous êtes arrêté par la police, vous savez exactement quoi faire, vous restez au volant de votre voiture, vous mettez les mains sur le volant, on vient vous voir à la fenêtre. Avec ICE, on ne sait plus comment faire. Est-ce que les citoyens américains que vous côtoyez sont... vous commencez à sentir une certaine, vous l'avez dit, on partage une certaine angoisse avec les plus conscients de ce qui se passe, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui continuent d'être derrière leur président. J'écoutais des citoyens justement parler dans certains réseaux d'information américains qui disaient, on n'aime pas forcément tout ce qu'il dit, on n'aime pas forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, mais aucun autre président n'a à ce jour autant défendu les Américains et l'Amérique que nous représentons, nous, les citoyens. Alors, il y a comme cette espèce de double discours où il y a un Donald Trump qui a l'air complètement déjanté, puis en même temps, il y a des citoyens qui disent « Ouais, mais en même temps, il fait une bonne job. » Comment vous voyez ça, vous? Et qu'est-ce que vous avez comme écho? C'est la démonstration qu'on est quand même dans une Amérique extrêmement divisée. Vous l'avez dit, on évolue en réseau fermé sur des réseaux d'information, de réseaux sociaux, de boucles WhatsApp, Telegram, j'en passe, qui sont complètement en silo. Il y a très très peu d'échanges. C'est très difficile de débattre dans les familles entre les différentes communautés sur les sujets politiques. On ne peut plus se parler. Je rajouterais quand même qu'il y a un troisième groupe, qui sont les Américains qui sont dans une précarité financière du travail, etc., qui est telle que leur préoccupation, elle est leur assurance santé qu'ils n'ont plus depuis le 1er janvier, grâce à Donald Trump, mais ça c'est quand même leur réalité. Les prix de la consommation qui restent très élevés, en particulier de l'alimentaire.
Et ces gens-là n'ont pas le luxe de pouvoir s'intéresser à la politique et à ce que Donald Trump a l'intention de faire avec le Groenland et le Canada. Vous n'avez pas envie de vous de partir, de quitter votre emploi là-bas? Vous êtes professeur adjoint de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Comme scientifique, vous avez été depuis 1 an, vous le dites vous-même, les communautés scientifiques et médicales américaines ont découvert que Donald Trump a nommé Robert F. Kennedy Jr. comme secrétaire à la santé. Il a hérité d'un réseau de 13 agences gouvernementales, 80 000 employés fédéraux, un immense budget de 1 800 milliards de dollars américains et ça a été un chaos total. C'est un chaos total depuis dans les communautés scientifiques et universitaires. C'est un chaos total parce que la vision de la science et de la médecine de Robert Kennedy Jr. et de ses équipes, elle n'est pas en rapport avec ce qu'est la science moderne contemporaine. Donc c'est irréconciliable. Et on l'a bien vu lorsqu'il a essayé de trouver comme directrice du CDC, qui est peut-être l'agence de santé publique la plus importante, peut-être du monde d'ailleurs, en tout cas d'Amérique du Nord. Il a trouvé une femme qui s'appelle Suzanne Monares, qui est une microbiologiste. Et au bout d'1 mois, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire ce travail parce que c'était impossible de rester fidèle à la science et d'avoir une commission des vaccins qui a été entièrement peuplée de gens qui sont des complotistes et qui veulent changer des recommandations sur les vaccins. Donc, elle a été mise à pied au bout de 30 jours parce qu'elle ne pouvait pas faire ce travail. Donc, c'est un chaos, mais c'est aussi 2 visions qui sont absolument irréconciliables. Alors, l'envie de partir, mais évidemment, on est tous parfois à se dire, mais on va essayer de... Vous savez, les collègues, les confrères, les consoeurs qui sont célibataires regardent sur les sites de rencontres qui est un citoyen canadien ou un citoyen européen. Ça vous dit quelque chose, quoi. Ouh là là. Ah ouais. Mais, ben oui, wow. Pour pouvoir se sauver de là. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie d'abandonner ce pays à la chute libre complète. Ça fait longtemps que vous êtes là, Dr. Kavanagh? Ça fait 13 ans. Ouais. Ça fait 13 ans. Est-ce que vous vous sentez un peu américain? Est-ce que vous vous sentez un peu américain ou vous êtes français d'origine, c'est ça? Je suis français et je suis aussi un citoyen américain. Donc, je me sens un citoyen américain lorsque je suis avec les gens qui respectent la science, respectent l'état de droit. C'est-à-dire ce qui fait la particularité des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, voilà, le débat public. Mais on n'a plus ça, du tout, Dr. Kavanagh. Ce qu'on voit, c'est très loin de ça. Ouais. Mais bon courage et puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Dr. Julien Kavanagh, qui vit donc à Atlanta. Intéressant quand même d'avoir ce point de vue parce récemment on n'a pas beaucoup parlé des communautés scientifiques et tout, mais il y a 1 an c'était vraiment le branle-bas de combat. À pareille date l'année dernière, là, on savait déjà que ça allait pas bien se passer. Tu te souviens tout le bazar avec l'université Harvard et puis là il s'est mis à poursuivre les universités Donald Trump. Puis c'était une tentative de contrôler le discours aussi libre. Oui, c'est vraiment la convergence d'à peu près toutes les folies et du côté ou des côtés irrationnels des États-Unis d'Amérique. Tu connais Jean-Paul Dubois, l'auteur français, n'est-ce pas, romancier? Il avait écrit « L'Amérique m'inquiète » il y a quelques années, puis 10 ans avant, il avait fait le tour des États-Unis. Moi, j'avais lu assez religieusement ces 2 bouquins-là, puis on se disait, ben ouais, mais en même temps, c'est à la marge, hein? La montée de l'extrême droite, le KKK, bon, tous les réseaux là, complotistes, anti-science, qu'on appelle woke aujourd'hui, mais là, on est là. C'est comme si eux avaient pris le pouvoir. Écoute, il y avait un reportage cette semaine qui rappelait que la majorité des gens qui ont attaqué le Capitole, c'est des partisans de QAnon. Et QAnon, c'est ceux qui croyaient à cette histoire des reptiles et de pédophilie. Et faut le faire, là. Ouais. Faut le faire, tu sais, là. on a beaucoup de commentaires quand même. Toi, Diane dit « J'aime pas Trump, mais je suis d'accord avec quelques-unes de ses interventions car j'apprécie qu'il défende son pays. » Sauf lorsqu'il veut intervenir pour envahir les autres. Là, c'est un malade.
Notre gouvernement devrait lui aussi être le Canada en premier. Ça revient beaucoup, ça. Les gens le défendent aussi, puis c'est pas nécessairement que du négatif que Trump a dégagé dans la dernière année. Je sais pas si on a le temps de quelques commentaires avant la pause. Mais il y a aussi Claude de Mont-Saint-Grégoire. Je trouve ça intéressant, ce point de vue-là. Il dit « Je plains PSPP avec son programme d'indépendance pour le Québec. » Il dit « Nous serions les premiers annexés de gré ou de force. Le Québec, avec ses voies maritimes et ses ressources, pour lui, c'est un steak pour un lion. Oh. Rien de moins. Ouais. Mais c'est vrai que ça se peut avec ce contexte-là qu'on voit aujourd'hui. On et là que PSPP, on sait pas. Absolument, mais quand même PSPP qui veut l'indépendance, alors que là Trump lui veut un peu, on sous-entend qu'il veut réquisitionner le restant. Ça peut être inquiétant. On s'arrête ici. On revient, bien sûr, avec vos opinions là-dessus, vos commentaires. Une année de ce Trump 2.0. Il en reste 3, les amis. Est-ce que vous voyez ça comme de mauvais augure? À quoi vous vous attendez pour 2026 déjà, qui commence avec un sommet de Davos où là, tout le monde, là, toute la planète économique tremblote un peu parce qu'il y a toutes sortes de prétentions de la part de Donald Trump sur des territoires économiques et... Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En même temps, il y a notre économie à nous. La Terre n'arrête pas de tourner non plus. Les gens continuent de travailler. On continue d'aller faire notre épicerie et puis d'être obligé de payer nos comptes. Alors, sentez-vous un peu cet impact? 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. À tout de suite.